Génial. Je suis accompagnée de Nicolas Méron. Enchanté. Nous sommes tous les deux membres de l'association Les Fées Papillons et on est heureux de vous avoir avec nous, nos invités en direct, nos invités en visio et puis vous à travers votre petit écran. Donc on va passer 2 heures ensemble sur la Caraïbe, tour de 4 thématiques. Je te laisse la parole. Allez, c'est parti. Donc on est fait 2 heures, 4 thématiques. L'agroécologie et les aliments de santé. On va expliquer toute la sémantique et l'esprit, la philosophie qu'il y a derrière. On va parler de biodiversité marine, mais également d'anticipation, gestion des risques, parce que tout se tient. On va parler des énergies de demain avec des beaux cadeaux d'énergie observeur et d'autres personnes passionnantes également de Martinique. On va parler ensuite des sargasses. On ne va pas que montrer des images de sargasses et partager des odeurs. On ne peut pas encore, mais on va parler des opportunités que ça crée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aborde la question de la terre, de la mer, la question de l'énergie. C'est pour ça également qu'il y a des gens qui viennent du milieu associatif, nous entre autres. Il y a des chercheurs, il y a des entrepreneurs, il y a des institutionnels, parce que personne n'a seul la solution. Il faut de la coopération, il faut de la compréhension, il faut de l'empathie. Donc tous ensemble, on est capable. Ce qu'on vous propose tout de suite, c'est un petit tour dans les Antilles. Il y a à peu près 2 heures, on a lancé un défi aux intervenants, parce qu'on met la pression, mais on la partage, comme ça, la pression créative. Et on leur a demandé est-ce que vous êtes capable pour vous présenter, de partager avec nous votre mantra ou un de vos mantras. Et ensuite, on les présentera plus en détail dans le fil de l'échange. Docteur Henri Joseph, pharmacien, docteur en pharmacologie. Pharmacognosie. Voilà, je savais que j'allais me tromper, j'ai répété pourtant. Ton mantra? Ça va, donc la vie en fait. La vie. Parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Quand vous voyez des milliards de spermatozoïdes qui rencontrent nos ovules, et ça nous ouvre les yeux pour voir, sentir, entendre la vie sur cette planète. Et cette chance qu'on a été choisi pour ça. C'est vrai, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et de voir comment nous, on gâche cette vie. Et ça, je trouve pas ça normal. Moi, je dis merci déjà à mes parents de m'avoir fait naître ici. Parce que la Guadeloupe est quand même un archipel, un chapelet d'îles, de 8 îles. Donc, avec une diversité de reliefs, basse, haute, volcanique, calcaire. Aussi avec un joyau géologique, la Désirade, qui est une île du Pacifique et qui a trouvé le moyen d'être en Guadeloupe. Vous vous rendez compte, avec le mouvement des plaques tectoniques, la Désirade s'est retrouvée chez nous, quoi. On a cette chance d'avoir cette diversité donc, de relief, de paysages, de végétation. Et chaque être vivant a choisi de vivre dans ces biotopes exceptionnels, dans ces écosystèmes exceptionnels. Ce qui pousse à la soufrière ne pousse pas donc à Pointe-des-Châteaux. Ce qui pousse à Pointe-des-Châteaux, forcément, ne pousse pas au Grand Fond Sainte-Anne. On va revenir en détail, voilà. docteur. Donc, en fait, chaque être vivant a choisi de vivre dans un endroit précis et tout est relié, en fait. Et nous sommes au volant de notre voiture, on voit défiler un paysage avec 3800 espèces de plantes, 220 espèces comestibles, 625 plantes médicinales, parfois dans l'indifférence la plus totale. On a un regard vers l'extérieur, mais on ne connaît pas le nom, le prénom, en fait, des êtres vivants qui nous entourent. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de la vie qui nous entoure, et quand on va prendre conscience, on va mieux protéger. Parce qu'en fait, on ne protège pas parce qu'on ne sait pas que chaque plante est un pied d'or, un pied de diamant. Et il faut qu'on en prenne conscience. C'est très beau de dire que 97% de la biodiversité de la France est en Outre-mer. 80% de la biodiversité de la France est en Outre-mer, certes. Mais encore faut-il qu'on protège cette diversité de vie. Je préfère le terme de diversité de vie que biodiversité parce que ça permet de bien comprendre.
comment, en fait, chaque être vivant, il n'y a pas d'être vivant inutile. On est d'accord. Et on a forgé, en fait, notre vie en nuisible. On n'aurait jamais dû inventer le terme de nuisible. Parce qu'il n'y a aucun être vivant sur la planète qui est nuisible. Tout est utile et chaque être vivant a un rôle précis. Et il faut que nous essayions de comprendre à quoi servent les champignons, à quoi servent les bactéries, à quoi servent les légumineuses. On va en parler voilà. tout à l'heure en détail. Et je rebondis juste, en effet, c'est prendre conscience en effet de la vie, de la beauté de la vie, de l'addition des choses et reprendre confiance en nous, être fier de nous, parce qu'on a un territoire qui est juste absolument magnifique, merveilleux. Comme tu dis, on est gâtés, on a plein de belles choses à faire. Mon petit mantra, qui est un mantra inventé, mais c'est qu'en fait, sur une île, tout finit toujours dans la mer. Et comme moi, je travaille sur la problématique principale marine et des récifs coralliens, bah, effectivement, si on veut s'occuper de ce qui se passe sous l'eau, il faut aussi s'occuper de ce qui se passe sur Terre. Donc tout ça est lié. Et la Guadeloupe, c'est 98% de son territoire qui est aquatique. On n'a que 2% de terre, donc s'occuper de préserver tout ça, c'est à la fois s'occuper de la terre et bien sûr de la mer. Bon. On est d'accord là aussi, c'est tellement important. La question de Zoom est réglée ou on profite, ou on parle d'abord avec les personnes qui sont backstage. Je ne sais pas s'il y a une caméra qui peut bouger. Jérôme, Jimmy, vous venez. Ah, vous n'avez pas de micro? Alors, attendez. Viens à côté de moi comme ça. Alors pas trop proche parce qu'on a des règles. Ouais, bonjour à tous. Jérôme Roch, je suis directeur régional de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Moi, mon petit mantra, en fait, c'est un professeur qui s'appelle Randy Pausch, qui était professeur à Carnegie Mellon et qui disait attendez et laissez le temps aux gens qui vous entourent, ils vous surprendront. Et si vous êtes en colère contre eux, ça veut dire que vous n'arrivez pas à laisser assez le temps. Et moi, j'aime bien ça parce qu'il y a un côté empathique et aussi un côté, avec le temps, on se nourrit de la richesse des autres. Voilà. Ouais, c'est très sage aussi. Ouais. Il nous faut beaucoup d'humilité aussi. Merci Jérôme. Jérôme. Je t'en prie. Jimmy, où est-ce qu'il peut se mettre, Jimmy? Là. Allez, viens Jimmy. Alors, je vais essayer de partager mon micro. Je ne sais même pas où il est, je ne le vois pas tellement il est bien caché. Ou alors, il faut se rapprocher vraiment beaucoup de moi. Vas-y, Jimmy. Parle un peu fort. Bonjour à tous, et puis je suis très heureux d'être là. Alors un mantra, moi j'y avais pas vraiment réfléchi, je viens de découvrir ça. Le truc auquel je pense souvent, c'est d'essayer de travailler mieux pour travailler moins. Pas pour ne rien faire, mais disons en essayant de trouver des solutions intelligentes à des problèmes, souvent on s'épargne des grosses tâches de travail ingrats. Je pense que dans plein de situations, c'est un petit mantra qui aide à prendre un peu de recul et à trouver les bonnes solutions quand on est face à des choses qui paraissent insurmontables. Super, merci. Ça me fait penser aussi à faire plus avec moins, à la frugalité. Exactement. Merci Jimmy, merci à Jérôme. Merci, on vous retrouve tout à l'heure sur les séquences 3 et 4. Le principe de cette médecine où en fait l'homme n'est qu'un microcosme par rapport au macrocosme et qu'on est tous faits des mêmes éléments, de la poussière d'étoiles. Donc, et je trouve que c'est la base de toute vie et ça permet aussi de respecter toute forme de vie. Alors, Marie, on te retrouve dans très peu de temps pour parler de la thématique 1. On va commencer avec Henri. Tout à fait. Alors, pour le premier plateau, il est consacré à l'agroécologie et aux aliments de santé. Nous avons le plaisir d'accueillir donc le docteur Henri Joseph qui est présent parmi nous au spot. Pharmacien, docteur en pharmacognosie. Bien. Voilà. Cofondateur du laboratoire Phytobocase. Et en visio, donc Marie Fleury, qui est directrice de l'antenne du Muséum national d'histoire naturelle, présidente fondatrice de l'association GATEPAM et présidente du conseil scientifique du parc amazonien de Guyane. En quoi, on en a parlé tout à l'heure, en quoi est-ce qu'il est urgent que sous nos latitudes en particulier, nous prenions conscience de la biodiversité ou de la diversité de vie, justement, comme vous l'appelez. La première chose, pourquoi il faut prendre conscience de cette diversité de vie, c'est qu'on oublie qu'on vit sur une île. On ne peut pas s'échapper. Vous êtes à Paris, vous pouvez aller en Belgique, vous pouvez arriver en Hollande, jusqu'en Russie, en voiture, en bicyclette ou en train.
Mais ici, dès qu'on a fait le tour, c'est fini. On ne peut pas s'échapper. Or, je constate que 80% de notre alimentation, c'est-à-dire 8 aliments sur 10 qu'ingère un Guadeloupéen, vient de l'extérieur. Ce sont les peuples d'extérieur qui nous donnent à bouffer. Et ça, il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Et de surcroît, nous avons 220 espèces comestibles. 220 espèces de plantes qu'on peut manger. Et parmi ces plantes, en fait, on peut mourir sous un arbre dont on ignore que c'est une plante comestible. Mais la comestibilité, en fait, des plantes vient de l'expérience de nos ancêtres qui ont essayé. Il y en a qui en sont morts. En mangeant du mançonnier, ils ont vu que c'était toxique. Et ils ont fait le tri entre ceux qui pouvaient être mangés de ceux qui ne pouvaient pas l'être. Et aujourd'hui, en fait, on a toute cette diversité en fait, de vie qui peut nous nourrir. Alors, ce qu'il est intéressant et important que les gens comprennent, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un aliment, en fait? C'est quoi un aliment est composé de ce qu'on appelle des nutriments. Notre corps, en fait, est fait de nutriments. Et parmi ces nutriments, il y a ce qu'on appelle des sucres, des glucides, il y a des protéines, la viande, voilà. Tout notre corps est protéique. Mes yeux, ce sont des protéines. Mon cerveau est protéique. Ma peau est protéique. Tout mon corps est protéique. Tous mes organes sont protéiques. Si je n'ingère pas de protéines, je ne pourrai pas entretenir mes organes. Et ensuite, il y a les lipides, il y a les vitamines et les oligo-éléments. Et tous ces éléments se trouvent, en fait, le plus souvent dans des plantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plante? C'est un être vivant qui est capable de capter des photons de lumière, de transformer ces photons de lumière en énergie chimique qu'on appelle du sucre, du glucose. Par une réaction très simple, les plantes vont capter du gaz carbonique, vont puiser de l'eau dans le sol, CO2 plus H2O. Ça donne C6H12O6, ça donne du glucose plus de l'oxygène qui se dégage. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? On respire cet oxygène qu'a produit la plante, on va bouffer le sucre et ça donne, on rejette du gaz carbonique et de l'eau. Et la boucle est bouclée en fait. Et donc les plantes nous emmènent l'essentiel de notre alimentation. Quand vous mangez par exemple du bœuf, vous avez mangé, le bœuf il va manger des herbes, il va transformer des protéines végétales en protéines animales. Nous on va manger du bœuf, mais en fait on a mangé des herbes. Donc vous voyez, et on ne prend pas conscience de l'importance de ce grand trésor que sont les plantes. Et donc, et pourquoi faut-il les protéger? Et donc, c'est pour ça que je dis que, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va importer des aliments qui ont été inventés par des hommes, en fait. Les hommes vont inventer, comme si l'homme était une plante, était capable d'inventer des aliments. On ne peut pas se prendre pour des apprentis sorciers. Et le problème, c'est qu'un corps n'est pas habitué à avoir des aliments ultra transformés. Et les aliments qui sont ultra transformés ne sont pas très bien reconnus dans notre corps et ça entraîne ce qu'on appelle des maladies métaboliques. Il faut savoir que la première cause de mortalité des Guadeloupéens, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et ces maladies cardiovasculaires ont deux facteurs de risque que sont l'obésité et le diabète. L'obésité et le diabète, qui sont directement liés à des aliments qui sont ultra transformés. Il y a trop de sucre, il y a trop de graisse. Il faut manger équilibré. Et la meilleure façon de manger équilibré, c'est de manger ce qu'il y a autour de chez vous. Ce que la nature vous donne, ce que la plante fait. Et quand on va comprendre ça, on va être en meilleure santé. Et aussi, on aura une économie qui va se porter bien. On croit que c'est en avalant ce qui vient de l'extérieur qu'on sera en bonne santé. Ça, je ne crois pas. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vendu ma pharmacie. Parce que moi, je soignais le mal à dit, la maladie. Maintenant, je fais du bien à dit en essayant de faire prendre conscience qu'on peut se nourrir à partir des éléments de son environnement pour rester en bonne santé. D'accord, très bien. Ben, merci pour ce bel exposé. Est-ce que... Alors, il y a peut-être quelque chose qu'il faut ajouter et qui est important. Vous savez, pour que l'homme puisse rester en bonne santé, il faut aussi que la plante qui nous nourrit soit en bonne santé. Or, la politique et l'économie agricole, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, on a été vers ce qu'on appelle des monocultures. Monoculture de canne, monoculture de banane, monoculture de blé, monoculture de maïs, de soja, etc. Le problème, c'est que tous ces éléments en fait, de monoculture ont eu pour conséquence d'avoir une action sur
la perte de cette biodiversité. Vous vous rendez compte? Par exemple, il faut savoir que l'engrais, quand vous mettez 100 kg d'engrais dans un sol, il y a 15 kg qui partent en mer et qui a toutes les conséquences que Marianne va voir avec nous, donc pour les sargasses. Alors que si vous utilisez, par exemple, des plantes qu'on appelle des légumineuses, les légumineuses, c'est une famille de plantes qui vont abriter des bactéries qu'on appelle des rhizobactéries, et ces rhizobactéries ont la capacité de capter l'azote de l'air. Il faut savoir, regardez ce que le bon Dieu il a fait, il a mis 78% d'azote dans l'air, plus 21% d'oxygène. 78 plus 21, 99% de l'air dans lequel on baigne, c'est de l'oxygène et de l'azote. Parce que tout notre corps, toute la vie est azotée. Donc sans azote, il n'y a pas de vie. Donc il y a une toute petite bactérie qu'on appelle des rhizobactéries qui vivent dans des gîtes ruraux, en fait, des légumineuses. Ils vont capter cet azote et en fait, ils vont transformer cet azote en aliments, en protéines, que nous allons ingérer et qui nous permet justement de rester en vie et surtout en bonne santé. Et c'est seulement si on ne mange pas bien, à ce moment on va tomber malade et on ira vers les plantes médicinales. Ça, c'est un autre sujet. Et du coup, sur les modes de culture, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Justement, on n'est pas sur la bonne voie parce que, et c'est pour ça qu'on a mis le terme d'agroécologie et de santé. Agroécologie, en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup le concept d'Isabelle Delannoy, en fait, qui défend le concept d'économie symbiotique. Tous, vous employez le terme économie. Mais est-ce que vous savez ce que le mot économie veut dire en grec? En grec, ça vient du grec oikos, qui veut dire maison, nomos, qui veut dire gérer. L'économie, c'est tout simplement gérer la maison. Et comment on a géré la maison en Guadeloupe? On a géré la maison en Guadeloupe qu'avec la mort, le CID. CID insecte, on a tué l'insecte avec le chlordécone et d'autres pesticides. On a tué l'herbe avec des herbicides comme le glyphosate. On a tué aussi le champignon avec le banol, les molluscicides, les mollusques, les formicides, on a tué les fourmis. On tue tout, en fait, mais il ne faut pas tuer. Il faut aujourd'hui collaborer. Et c'est pour ça que j'aime bien le concept d'économie symbiotique qui est basé sur 4 verbes. Donc, épurer, je ne mets plus de poison. Puisqu'on ne met plus de poison, on ne tue plus personne. Et quand vous ne tuez plus personne, la nature va pouvoir se générer. La diversité de vie va pouvoir se régénérer. Et comme tout le monde va faire pipi, il va faire caca, donc ça sera des déchets. Les déchets vont devenir ce qu'on appelle de la nourriture pour les autres, en fait. D'où le thème « Gérons la maison Guadeloupe avec la vie ». Économie symbiotique. C'est aussi simple que ça. Et c'est possible. C'est possible. Et c'est ce que faisaient nos grands-parents. C'est ça. Nos grands-parents faisaient ce qu'on appelle le jardin créole. Et le jardin créole, c'était des petits espaces, en fait, où il y avait tout dessus. Vous avez des légumineuses comme les pois de bois, les pois boucoussous, les pois cannes, les pois savons. Donc, c'est ceux qui emmenaient l'engrais. C'était de l'engrais vert. Donc, à côté de ça, on plantait des avocatiers. Donc, l'avocat, vous savez que c'est riche en huile, riche en vitamine E. Donc, il y avait donc, ces antioxydants, ces substances antioxydantes. Il y avait des fruits aussi, avec leur côté antioxydant. On avait des légumes racines, qui étaient la partie glucidique, mais on avait tout en fait. On avait les lipides, les glucides, les protéines, les oligo-éléments. On avait tout, mais on a laissé tout ça tomber pour choisir quoi? Des aliments ultra transformés qui nous rendent malades. Mais on est complètement fou. Il faut revenir à la vie. C'est la vie qui gère la vie et pas la mort qui gère la vie. C'est un changement de paradigme et je pense que le travail qu'on est en train de faire est en train de faire changer ce nouveau monde. Il faut un changement de paradigme. Oui, Marianne, elle voulait intervenir. Moi, je voulais réagir là-dessus parce qu'un des effets positifs, quelque part, de ce confinement qu'on a vécu là, pendant presque 3 mois, c'est qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu autour de nous. Les gens sont revenus au petit potager, ils ont commencé à se repencher sur les jardins créoles et on n'a jamais vu autant de gens replanter des tomates, replanter des racines ou des fruits et légumes d'ici. Et ce changement de paradigme, il va peut-être ressortir de cette crise majeure qu'on vient de vivre, en fait. Ensuite, on va devoir passer. On a un timing qui est hyper serré, donc je trouve ça génial. Et c'était pas prévu, on va pas rentrer dans les détails, mais que vous soyez tous les deux l'un à côté de l'autre. On a la terre, particulièrement, et pas que, et la santé, et on a la mer. Et la connaissance, ou les choses que je vois, c'est que souvent les gens de la terre se concentrent sur la terre.
pour faire en sorte que la terre aille bien. Mais en fait, de ça, si tu ne penses pas à la mer, il peut y avoir des rejets. Et les gens de la mer se concentrent sur la mer. Et ensuite, je crois que c'est le sujet qu'on appelle le GIML, la gestion intégrée de la mer et du littoral. Et ce sujet de gestion intégrée, on la retrouve sur la question de l'alimentation et de la santé. Et tout ça, ça nous demande quoi, justement? C'est de sortir de nos îlots, de trouver des langages communs. Donc ça veut dire prendre du temps. Tout à l'heure, Jérôme parlait de ce temps nécessaire. Il faut accepter aujourd'hui, des experts, n'arrivent pas à se parler parce qu'ils n'ont pas les mêmes langages, c'est un peu deux langues différentes. Et ben, faut accepter de prendre le temps, je crois, de se définir, accepter un langage commun, parce que sinon on va pas y arriver. La bonne nouvelle, c'est que ces langages communs, ils existent déjà. Il y a des méthodes, on parle nous beaucoup, c'est le développement durable stratégique. Et j'ai fait un tout petit aparté, c'est une méthode qui a été développée en 1989 en Suède par un scientifique, un médecin, un professeur, et ça a été présenté à la télé en prime time, adoubé par le roi. Tous les gens en Suède ont reçu leur fascicule. C'est quoi? C'est 4 principes, comment fonctionne la Terre, le système Terre, parce qu'à l'école on nous apprend à écrire, à lire, à compter, mais en fait on ne nous apprend pas comment fonctionne le système Terre. Voilà. La Terre, 4,6 milliards d'années, mais on ne comprend pas, on a tout ressorti ce qui avait été bien rangé au fond. Donc on va là aussi faire une nouvelle intégration. On va aller du côté de la Guyane pour parler de l'Amazonie, peut-être aussi de plantes médicinales, parce qu'en fait on aimerait parler de tellement de sujets mais on ne va pas pouvoir. Donc docteur Marie, est-ce que vous nous entendez? On vient de parler de vie et de mort. À votre tour, Marie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça y est, je vous entends. Au niveau de problématiques sur lesquelles vous travaillez en ce moment, oui, au niveau de l'Amazonie en Guyane. Donc, moi, je voulais faire un petit aparté, disons, un grand écart vers la Guyane. La Guyane, comme vous le savez, la chance d'appartenir à cet immense massif forestier de l'Amazonie, qui, à lui seul, forme la moitié environ des forêts tropicales au monde. Et donc est extrêmement important dans l'équilibre mondial au niveau climatique et au niveau, bien sûr, captation de carbone. Et la Guyane à elle seule, c'est 8 millions d'hectares de forêt tropicale et 440 000 espèces biologiques, à savoir qu'on n'a pas encore fini de les inventorier. C'est un peu la spécificité de la Guyane, c'est tellement vaste ce territoire qu'on n'a pas fini de l'étudier. Pour l'instant, on a inventorié 100 500 espèces de plantes, 1700 espèces d'arbres, mais en fait, ces études sont en cours. Et moi, en fait, je voulais insister sur la nécessité, justement, de se recentrer sur le territoire au lieu de toujours attendre ce qui vient de l'extérieur et les pensées et les idées qui viennent de l'extérieur. Malheureusement, on a trop souvent tendance, notamment pour l'alimentation, puisque l'alimentation, 80% de l'alimentation en Guyane est importée, alors qu'on a un territoire qui est extrêmement riche. Et j'aimerais qu'on s'inspire justement de ces sagesses ancestrales que nous ont transmises les Amérindiens, les premiers habitants de la Guyane, et qui nous ont laissé tout un héritage. Il faut savoir que la Guyane est habitée depuis environ 15 000 ans, donc ce sont des populations qui ont réussi à vivre en harmonie avec leur environnement, en harmonie avec la forêt, sans la détruire. Ils ont réussi à se nourrir. Il faut savoir que la forêt vit sur un substrat qui est extrêmement pauvre, puisqu'en fait, elle s'auto-alimente, parce que les sols sont pauvres, mais le fait que la forêt dégage de la matière organique, elle s'auto-alimente. C'est un véritable équilibre. Et ce qui est intéressant, c'est que les populations, justement, amérindiennes se sont inspirées du fonctionnement de la forêt, du fonctionnement de ces écosystèmes pour développer leur propre système, et notamment leur système d'abatis. Tout à l'heure, Henri parlait des jardins créoles, mais réellement, on a la technique de l'abattis en Guyane, qui est en fait une technique qui se base sur un des friches brûlis, c'est-à-dire qu'on va couper une petite parcelle de forêt, les Amérindiens coupent environ un demi-hectare, et on va ensuite laisser repousser cette forêt. Il faut savoir que les souches des arbres restent sur place, si bien que la forêt va repousser au fur et à mesure que les plantations sont faites. Alors il y a le brûlis qui permet d'enrichir le sol
et puis en même temps de se débarrasser un petit peu de tous les phytopathogènes. Donc c'est un double avantage. Et puis donc l'homme va planter ces plantes alimentaires, mais pas que. Il y a environ, moi j'ai calculé environ 150 variétés de plantes simples à bâtir, hein. Et donc une diversité qui est extrêmement riche, qui va permettre de nourrir la famille. Et c'est aussi un lieu qui va permettre d'attirer le petit gibier. Et donc, on va pouvoir y pratiquer de la chasse de petits gibiers. Donc, on va avoir à la fois donc l'alimentation végétale et puis les protéines. Et vous voyez qu'au bout de 1 an ou 2, on va laisser cette parcelle à l'abandon. Et ça, c'est ce qu'on appelle la jachère. C'est extrêmement important de laisser cette jachère faire. La forêt reprend ses droits. Et donc, en fait, ça va cicatriser donc cette partie de la forêt sans l'abîmer. Alors, bien sûr, il faut pas du tout mélanger cette technique d'agriculture itinérante sur brûlis qui est traditionnelle et qui est peu impactante sur le milieu, puisqu'en fait, elle est très proche de ce qu'on appelle les chablis. Les chablis, ce sont des phénomènes naturels. C'est quand un arbre tombe qu'il entraîne une trouée dans la forêt. Et là, on a toutes les plantes qui vont profiter de cette trouée de lumière pour se développer. On a toute une explosion de biodiversité. Bon, donc là, en fait, l'homme n'a fait que répliquer un petit peu. D'ailleurs, on se pose la question de savoir si au début, les hommes qui avaient peu d'instruments n'utilisaient pas finalement des chablis pour faire leur abatis. Puis petit à petit, ils ont coupé les arbres eux-mêmes. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que là, l'homme s'inspire de la nature, mais sans trop en faire. Et malheureusement, comme l'homme accidentel est arrivé en Amazonie, il s'est mis à faire des grandes plantations. Et c'est là où la déforestation a commencé, puisqu'évidemment, on peut pas comparer un demi-hectare d'abattis sur des centaines d'hectares d'agro-business. Alors donc, j'ai trouvé que c'était un exemple important parce qu'en fait, les Amérindiens, on s'en rend compte, se sont beaucoup inspirés de la nature, y compris des animaux, à la fois pour se nourrir et pour se soigner. On sait maintenant de plus en plus que les animaux aussi se soignent avec des plantes. Et il y a beaucoup de mythes amérindiens qui racontent en fait l'origine de l'usage de certaines plantes en observant des animaux. Donc on peut très bien imaginer que l'homme, dans les premiers temps, aussi observait ces animaux pour effectivement tester des nouvelles plantes et justement éviter les plantes qui sont trop toxiques. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'Amazonie, vous le savez, est gravement en danger puisque là, on est en train d'atteindre les 20% de déforestation qui risquent d'être fatales à l'Amazonie et à l'humanité tout entière, malheureusement, puisque il y a un point de non-retour, on ne pourra plus reforester. Et je voulais lancer un cri d'alarme justement pour protéger nos forêts contre ces exploitations abusives par l'homme, que ce soit par des grosses l'agro-business, qu'on appelle agro-business, ces grosses plantations et ces grandes étendues qui servent à faire de l'élevage, et aussi toute l'exploitation minière, les exploitations aussi d'énergie, de pétrole, qui dévastent l'Amazonie, qui dévastent aussi des peuples amérindiens, tous les peuples qui vivent en Amazonie. On est de tout cœur avec eux et c'est notre humanité qui en dépend. Donc il faut absolument trouver des solutions. Et là aussi, je pense qu'à travers les solutions qu'on peut développer, puisqu'en fait la bâtisse, c'est ce qu'on appelle maintenant finalement l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on utilise un petit peu un modèle qui ressemble à la nature pour cultiver des plantes qui interagissent entre elles. Et il y a aussi la sagesse amérindienne nous a laissé en héritage un phénomène qui s'appelle la terra preta et qui est un phénomène qui est étudié depuis quelques années et qui est extrêmement intéressant parce qu'à partir d'une terre très pauvre, on a pu en faire une terre très riche. On ne sait pas encore comment les Amérindiens ont inventé cette terra preta. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est un fruit de justement le fait d'habiter longtemps sur le même sol qui a enrichi ce sol? Mais on a des sols qui sont extrêmement riches en matière organique et qui sont à la fois très intéressants parce qu'ils captent énormément de carbone. Ouais. Donc, ils ont un double avantage. Voilà, donc je voulais cette note d'optimisme pour des voies de développement plus tard, pour nourrir un peu. Exact. Et je vois d'ailleurs que vous êtes proche avec Dr Henri Joseph. Tu parles de la culture amérindienne. Henri Joseph parlait tout à l'heure des grands-parents. En fait, on a l'impression qu'il faut inventer un truc complètement nouveau. Et quand on regarde même pas un siècle en arrière, les grands principes étaient relativement bien respectés.
Donc un siècle, c'est pas grand-chose en fait. Donc si on est bien capable de changer. On a eu un bonjour de Victorien Hérussard et on va la passer tout de suite. Un petit bonjour de la mère. Voilà. Bonjour à tous. Je suis très heureux de joindre la communauté du Gaia World Tour aux côtés de nombreux autres citoyens, artistes, scientifiques ou explorateurs engagés pour la planète. L'équipage Energy Observer a saisi l'occasion du confinement pour partir il y a 1 mois dans les Caraïbes. Notre ambition, observer et filmer la nature alors que l'humanité la laisse en paix. Ce temps et ces conditions nous offrent une occasion unique d'observer une nature dans un moment de répit inédit. Parce que comme vous, on ne se résout pas. On ne se résout pas à la pollution continue des océans, on ne se résout pas à la mutilation des écosystèmes et on ne se résout pas à la disparition massive d'espèces. Avec nos caméras et nos équipements de plongée, nous allons tous les jours capter des éléments de témoignage de la manière dont les espèces coopèrent. Nous voulons montrer combien nous avons encore à apprendre de la nature. Nous avons compris avec le Covid-19 que certaines activités humaines négligées étaient essentielles. Tous ceux qui permettent à nos sociétés de fonctionner quand plus personne ne peut sortir. Il est temps pour nous de comprendre combien nous avons négligé l'ensemble des services écosystémiques que la nature nous rend. Parce qu'elle le fait en silence, gratuitement. Nous l'avons bien souvent saccagé. Il y a 8 jours, pendant un tournage au large de l'île de Montserrat, nous sommes tombés sur une plaque de sargasses géantes, ces algues qui prolifèrent partout dans l'arc antillais et qui sont une véritable menace environnementale majeure pour les populations de l'arc antillais. Or, il s'agit d'une conséquence directe de la pollution des fleuves, de la déforestation, des pesticides, des métaux lourds. Nous avons transformé ce magnifique écosystème dans lequel s'élèvent des alevins, se dépollue l'eau de mer, en véritable plaie pour les habitants des îles. Comme notre navire qui fonctionne entièrement aux énergies renouvelables, en écosystème vertueux avec son environnement, nous voulons montrer qu'en nous inspirant de la nature, nous pouvons retrouver toute notre place au sein des écosystèmes dont nous dépendons. Energy Observer est une aventure, une odyssée qui trace la route vers un lendemain désirable. Depuis 3 ans, nous voyageons à travers le monde pour tester nos systèmes intelligents, décarbonés, digitalisés, décentralisés, et nos technologies qui reposent sur un mix énergétique et le stockage d'hydrogène à partir de l'eau de mer. Energy Observer, c'est aussi une épopée, celle des milliers de gens que nous rencontrons en tant que premier ambassadeur français des objectifs de développement durable qui inventent au quotidien des solutions locales pour s'adapter au changement climatique et préserver les ressources naturelles. Le temps est venu d'honorer la beauté du monde, de respecter la biodiversité et de participer de son mieux à un réveil global des consciences. Avec Energy Observer, nous savons que si demain nous effraie, c'est sur cette énergie que nous bâtirons un autre monde, un monde désirable qui ne laisse personne de côté. Retroussons-nous les manches. Le temps est venu pour l'homme de retrouver sa juste place dans la nature. Merci beaucoup Victorien et toute l'équipe d'Energy Observer. Nous vous proposons d'écouter un super duo, Eva et Ina, un duo particulièrement innovant qu'on a voulu partager avec vous. Ils font tout eux-mêmes, ils vont toucher à la fois des instruments très anciens, des flûtes très, très anciennes et des instruments très nouveaux. Donc la régie, c'est à vous pour quelques minutes de rêve avec ce beau duo. Bonjour et bonsoir à tous. Nous sommes le duo Eva et Anna de Guadeloupe et de Martinique. Merci pour l'invitation. Merci le Gaia World Tour. Merci l'Effet Papillon, toute l'équipe, les intervenants. Vraiment, c'est riche, plein d'effervescence positive. Et pour nous, c'est important parce qu'on se sent porté par ces projets. Et la vie, elle est magique. Elle doit se vivre avec le plus d'harmonie possible. Et c'est beau de voir toutes ces personnes qui œuvrent tous les jours pour aller vers le meilleur de cette harmonie. Très 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 belle initiative justement qui est porteur de messages positifs pour le futur, de façon à ce que tout le vivant planétaire puisse avoir une vie agréable, en fait, que tout le monde puisse en profiter justement. Donc ça passe par des petites actions qui emmèneront des grosses. Et voici donc justement notre petite pierre à l'édifice, puisque nous faisons une musique que nous qualifions de bio, puisque nous y mettons en fait vraiment chaque élément que nous mettons dedans a été pensé, réfléchi et ressenti effectivement. Donc voici notre premier titre qui se nomme Cell Memory.